Christelle. Et puis, bonne écoute. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup aux citoyens résistants de m'accueillir ici et de m'avoir sollicité pour intervenir. Moi, je vais vous dire quelques mots du travail que je mène pour que vous compreniez un petit peu d'où je produis les résultats que je vous donne. Et puis aussi pour vous dire d'où je parle, parce que c'est toujours important quand même, quand on prétend faire des sciences sociales, de savoir un petit peu d'où on produit nos résultats. Donc moi, je travaille en sciences politiques. Et je mène des enquêtes depuis 25 ans maintenant sur les électorats du Front National et donc du Rassemblement National, mais aussi les électorats de droite. Et je travaille à partir d'enquêtes à la fois qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire je fais des entretiens avec des électeurs et des électrices d'extrême droite, des entretiens répétés sur plusieurs années pour essayer d'éprouver aussi la solidité de ce vote. Et puis, je travaille aussi à partir d'analyses plus quantitatives, à partir de questionnaires, notamment à la sortie des bureaux de vote. Les jours d'élection, voilà, on recueille aussi des questionnaires pour essayer de comprendre la distribution des votes. Et je travaille particulièrement sur Avignon, puisque moi, je suis plutôt favorable à une analyse un peu localisée, on va dire, de cette préférence électorale pour essayer de comprendre ce qui se joue. Parce que quand on regarde les choses au microscope, en fait, on arrive à beaucoup mieux cerner, en fait, les logiques et les processus de rapprochement avec ce parti. Et ce travail sur les bureaux de vote m'a permis notamment de mettre en parallèle à la fois le vote pour l'extrême droite et puis le vote pour l'abstention, parce qu'on verra parce qu'on verra justement que c'est très lié et qu'on ne peut pas envisager en fait les résultats du Rassemblement national sans se questionner aussi sur cette abstention. Alors, et aussi vous dire que quand je vais parler des partis politiques, je vais parler des organisations politiques, je vais traiter de la responsabilité collective aussi de l'ensemble des formations politiques à l'égard des scores de l'extrême droite. Je ne parle pas des militants, je ne parle pas des électeurs, voilà, je parle des organisations et de la manière dont elles se positionnent aussi par rapport à cette formation. Alors pour revenir un peu sur les déterminants du vote pour le Rassemblement national, donc il y a beaucoup de travaux en sciences politiques sur cette question, et on a quand même quelques acquis en sciences politiques qui ne sont pas toujours ceux qui circulent dans les commentaires médiatiques, donc je pense que ça vaut la peine de revenir un petit peu sur un certain nombre de résultats. Première des choses, c'est que quand on réfléchit sur ces électorats, en fait, on réfléchit en termes de conglomérat électoral, c'est-à-dire qu'on a une agrégation successive, alternative, de différents électorats qui viennent grossir les scores de ce parti. Et ça, c'est tout à fait important parce qu'en fait, au lieu de raisonner en termes de stock d'électeurs qui seraient acquis, en fait, au Rassemblement national notamment, il vaut mieux raisonner en termes de flux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui choisissent ce parti, puis qui parfois ne votent pas, qui parfois votent pour d'autres partis. Et on a en fait des mouvements qui sont très très forts. Et pendant très longtemps, en fait, le socle de fidèles de ce parti, c'était 2 à 3% en fait, de l'électorat. Tout le reste résultant d'agrégation d'électorats différents. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration, notamment aux dernières élections, où on a un vivier électoral, on va dire, de 40% à peu près, avec la venue de clientèles électorales différentes qui se rapprochent de ce parti. D'ailleurs, les scores aux élections européennes l'année dernière n'auraient si on avait eu un président de la République qui soit un peu bien conseillé, normalement, il ne déclenche pas des législatives derrière, parce qu'on est dans la fourchette très très haute en fait, des résultats du Rassemblement national. Il a rarement été aussi haut, et il était à peu près sûr qu'il allait bénéficier de cette dynamique pour les législatives. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que ce n'est pas définitif. Voilà. Les gens qui votent pour ce parti, ce ne sont pas des gens forcément associés à l'idéologie de ce parti, et c'est important de le dire, parce qu'on a tendance à l'envisager comme un parti un peu différent des autres. En fait, la majorité des électeurs entretiennent un rapport très distancié à la politique, sont peu compétents politiquement, s'intéressent peu à ces questions, et c'est la même chose au Rassemblement national. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, c'est effectivement un parti qui se nourrit d'autres clientèles électorales, et particulièrement des clientèles électorales de la droite. Et il faut le rappeler, ce parti, aujourd'hui, se nourrit essentiellement d'électeurs qui votaient autrefois pour les partis de droite. Et de ce point de vue-là, l'analyse localisée, elle est fondamentale, parce que les terrains sur lesquels moi je travaille, c'est-à-dire le Sud-Est, qui sont des terres d'enracinement de ce parti depuis très longtemps, en fait, ces mouvements-là, de la droite vers l'extrême droite, on les observe depuis très longtemps, facilement depuis une trentaine d'années, où les allers-retours sont très réguliers entre la droite et l'extrême droite. Alors pour les élections locales, pour des élections moins importantes, où les gens s'autorisent en fait à voter pour le Rassemblement national. Et on a vu progressivement comment ça s'est consolidé, c'est-à-dire des gens qui plus systématiquement ont voté pour le Rassemblement national parce qu'ils ont le sentiment finalement que la vraie droite aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Alors sur les terrains du Sud-Est, c'est particulièrement net parce qu'on a une droite qui a disparu,
C'est-à-dire qui a carrément abandonné certains territoires où il ne reste plus que l'extrême droite et où parfois le choix est entre le Rassemblement national et la Ligue du Sud, par exemple, là, dans le Nord Vaucluse, qui sont en fait deux formations d'extrême droite. Et puis, le Rassemblement national se nourrit d'une abstention très forte. Et ça, quand même, il faut l'envisager de manière très sérieuse. C'est qu'on a tendance à traduire les scores de ce parti en termes de croissance inexorable. Si vous écoutez les commentaires médiatiques les soirs des élections, on vous dit toujours la croissance inexorable du Rassemblement national, le premier parti de France, le premier parti des ouvriers. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le Rassemblement national ne fait pas voter les gens en masse. Il va chercher des électeurs qui votaient autrefois pour d'autres partis, donc il mobilise d'abord des votants, c'est-à-dire qu'il ne réduit pas l'abstention, et elle a plutôt eu tendance à augmenter dans la période où lui a augmenté ses scores aussi. Donc, autre idée reçue sur le Rassemblement national ou les extrêmes droites, c'est cette idée qu'il a tiré les catégories populaires, c'est-à-dire notamment les catégories les plus défavorisées. En fait, non. Les catégories les plus défavorisées, elles sont massivement abstentionnistes. Et là-dessus, alors sur l'abstention, on a quand même des données sociales qui nous montrent très très bien que l'abstention qu'on peut objectiver, c'est bien cette abstention qui est le fait de situations défavorisées socialement. Quand on regarde effectivement les bureaux de vote sur lesquels l'abstention est la plus forte, ce sont toujours les bureaux de vote qui cumulent des indicateurs sociaux particulièrement bas. Et c'est pas là que le Rassemblement national réalise ses forts scores. Ou s'il les réalise, c'est parce que l'abstention est très forte et que comme on vous donne toujours les résultats en pourcentage des suffrages exprimés les soirs des élections, c'est-à-dire qu'on évacue l'abstention et du coup on ne regarde que les gens qui ont voté, forcément ils tirent bénéfice aussi d'une abstention très forte quand il y a une toute petite mobilisation un petit peu supérieure aux autres partis. Et effectivement, c'est le cas. Le Rassemblement national mobilise plus que les autres partis depuis maintenant quelques années. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce vote-là, comme tous les autres votes, est un vote collectif. Et j'attire votre attention là-dessus. Pareil, idée reçue, on a tendance à penser que les gens qui se rapprochent du Rassemblement national, c'est des gens isolés, c'est des gens qui sont en situation d'anomie sociale, des gens qui seraient coupés des collectifs, pas du tout. En fait, c'est un vote des sociabilités partagées, comme tous les autres votes. Le citoyen ne se décide pas tout seul dans l'isoloir, il ne se décide même pas tout seul à aller voter. Il est entraîné par les collectifs, c'est-à-dire les familles, les collectifs de travail, les collectifs amicaux. Et au Rassemblement national, comme ailleurs, c'est la même chose. Or, on a des territoires sur lesquels ce parti s'est considérablement implanté, développant des sociabilités très fortes. Et voilà un sentiment finalement d'unanimité raciste, parce que c'est un peu de ça qu'on va discuter aussi, c'est-à-dire cette impression que tout le monde finalement partage des idées racistes et que finalement c'est pas si grave de voter pour ce parti, et puis que si on votait pour la droite avant, on peut aujourd'hui voter pour ce parti-là. Donc c'est aussi de cette manière en fait que ce vote se diffuse et qu'il a tendance aussi dans certains territoires à s'implanter de manière très très forte. C'est pour ça que l'analyse localisée, elle est très intéressante, parce qu'elle permet d'aller travailler ces collectifs. Vous avez sûrement entendu parler de l'ouvrage de Félicien Faury qui est sorti l'année dernière, des électeurs ordinaires. Il montre très très bien comment, dans certains lieux, finalement, c'est devenu un facteur de distinction que de voter pour le Rassemblement national, parce que ça montre qu'on appartient à certains groupes et que finalement on se distingue aussi de la catégorie de la population la plus défavorisée. On va y revenir aussi. Donc c'est pas un vote des exclus, retenez-le, c'est pas le vote des catégories populaires. En fait, les gens qui se rapprochent de cette préférence électorale, ce sont plutôt des gens qui appartiennent aux classes moyennes basses, d'accord, mais qui sont des gens qui travaillent, qui sont majoritairement des gens qui payent des impôts, qui sont des gens qui payent pour un système de redistribution sociale, donc l'État-providence, dont ils ont l'impression de ne pas bénéficier. Et donc ça entretient en fait un rapport très négatif à l'État, avec cette idée que, ils veulent pas moins d'État, mais ils voudraient un État qui soit plus égalitaire et qui s'intéresse plus à leur situation. Donc vous comprenez bien que derrière tout ça, il y a aussi la question des politiques publiques, il y a aussi la question finalement de qu'est-ce qu'on attend de l'État et de quelle manière l'État finalement va prendre en charge nos problématiques. Donc ça cultive en fait un détournement du public, et ça c'est très très fort dans ces catégories, qui vont se distinguer en fait en allant chercher un certain nombre de services aussi dans le privé, que ce soit du point de vue de l'école par exemple. On voit qu'ils se détournent de l'école publique avec cette idée finalement que l'école publique c'est pour les pauvres, et les pauvres dans l'esprit effectivement d'une partie de ces électeurs, ce sont les immigrés, et donc on ne va pas mélanger nos enfants avec une partie de ces personnes-là, et du coup on va se tourner vers les services privés. Donc on a aussi un détournement par rapport au public qui se joue aussi dans ce vote-là.
Qu'est-ce qu'on sait également, c'est que la variable du diplôme reste quand même la variable qui préserve le mieux en fait de ce vote. Hein. C'est un rapport de 1 à 3, la probabilité de voter pour ce parti, hein, selon qu'on ait effectivement un diplôme supérieur au bac ou qu'on ne l'ait pas. Donc on se retrouve effectivement avec la seule variable qui tient encore un petit peu, hein, c'est celle du diplôme, parce que toutes les autres ont lâché. Il a quand même gagné des électeurs dans l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Il en a gagné chez les femmes. Aujourd'hui, l'égalité des femmes votent pour ce parti. Par contre, la variable du diplôme résiste encore un peu. Alors, elle résiste, mais il a quand même aussi gagné des voix dans la catégorie des cadres et des diplômes supérieurs, ce qui, à mon avis, est une étude à avoir. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà des votes réalisés par ce parti, ce qui se préoccupant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il a des catégories plus diplômées, mieux positionnées dans l'espace social qui se retourne sur lui. Et ça favorise aussi son institutionnalisation, sa légitimation, qui accompagne aussi une institutionnalisation qu'on observe. Aujourd'hui, ils ont une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, ils ont des électeurs au Parlement, des députés au Parlement européen. Donc, ils s'installent dans l'institution et cette légitimation fait aussi qu'ils attirent des catégories de la population qui autrefois ne s'autorisaient pas à voter pour eux. Alors là-dessus, je parlais de la proporité entre la droite et l'extrême droite. C'est très important de comprendre que dans ces électorats-là, le racisme, en fait, n'est pas le problème. C'est-à-dire que ce qui fait que les électeurs de droite ne se rapprochaient pas du Rassemblement national, c'était plus un groupe économique. Avec cette idée que ce n'était pas crédible sur le plan économique, il n'était pas crédible sur le plan de la gouvernance, sans la capacité de gérer le pouvoir. Par contre, vous allez sur les discours effectivement sur l'immigration, sur le racisme, sur la sécurité, il y a une proximité très forte, en fait, une partie des électorats de droite et une partie des électorats de l'extrême droite. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on a bien regardé en fait les gens qui votaient pour ce parti, moi, la proposition que je me fais, et on est une majorité chercheurs en sciences politiques à faire, c'est que peut-être qu'il faut arrêter de regarder sur le lampadaire, de regarder cet électorat et d'essayer de comprendre qui sont les gens qui votent pour ce parti, pour essayer de regarder un peu autour, c'est-à-dire ce qui se passe finalement dans notre société, qui explique aussi que ce parti est l'audience, notamment sur le plan électoral. Parce que la place de l'extrême droite pose une question, et la question notamment du vote et du non-vote. Je vous dis, c'est étroitement associé aussi à la place occupée par l'abstention dans nos démocraties. Et nos démocraties, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des démocraties représentatives. D'accord ? Donc il y a quand même cette idée que normalement, il doit y avoir une certaine cohérence entre les représentants et les représentés. Et il se trouve que le fossé, et notamment le fossé social, entre les représentants et les représentés, n'a cessé de s'accroître, et qu'effectivement, la question qui est posée par ce vote, c'est aussi la capacité des autres partis politiques et des autres formations politiques à prendre en charge la représentation de certaines catégories de la population qui aujourd'hui ne se sentent pas représentées et vont soit se réfugier dans l'abstention, soit vont voter pour ce parti-là. La place de l'extrême droite, pour le dire d'une manière un peu plus simple, peut-être relève d'une responsabilité collective. Et on a tendance à désigner les mauvais électeurs du Rassemblement national ou de l'extrême droite, à désigner les mauvais électeurs qui ne vont plus voter. Mais la question qu'on peut poser, c'est peut-être qu'est-ce qui aujourd'hui dans le paysage politique fait qu'une partie de la population pourrait aller voter ? C'est-à-dire quelles sont les offres politiques ? Qu'est-ce qui se distingue aujourd'hui dans le débat public, notamment de thématiques qui sont portées par l'extrême droite. Alors, pour comprendre un peu, il faut revenir peut-être sur les ressorts de ce vote. Premier ressort, et qui est fondamental, et je pense que, voilà, on posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut lutter, c'est le ressort raciste. C'est un vote qui repose quand même sur des ressorts racistes, avec un discours raciste, une grille raciste, qui est venue se poser sur la grille sociale. C'est-à-dire que la manière dont le Rassemblement national a peu à peu associé toutes les questions sociales à la question raciste, complètement inondé le débat public, et surtout a été pris et discuté par l'ensemble des autres formations politiques. Donc cette question du racisme, on l'a évacuée, à mon avis, et y compris les chercheurs en sciences politiques, et c'est un des gros apports de l'ouvrage de Félicien Faury, c'est de partir de cette question-là et de dire non, il faut traiter cette question du racisme parce qu'on est dans une société qui est structurellement raciste, parce qu'on est dans une société où il y a des discriminations qui font que des catégories de la population s'excluent du jeu politique et qu'on doit prendre en charge aussi cette question-là. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le combat contre le Rassemblement national et les extrêmes droites, de manière plus globale, c'est un combat antiraciste. Et c'est un combat antifasciste. Et il ne faut pas laisser s'installer, en fait, ces discours
d'unanimité raciste, avec cette idée que tout le monde partage ses idées. Et là, si on prend notre cas personnel les uns et les autres, je pense qu'on a tous un peu cédé. C'est-à-dire qu'on n'a pas relevé, on n'a pas dit, on n'a pas... Forcément, quand les gens disent des propos qui dérangent, on ne relève pas forcément. Je pense qu'en fait, il est de notre devoir citoyen de dire non. Ces discours ne sont pas partagés de manière unanime, et il y a des gens qui pensent autrement, parce que sinon, ça laisse s'installer l'idée qu'il n'y a plus que ces discours qui finalement structurent le débat public. Ensuite, il est important de bien qualifier les choses. Le Rassemblement national aujourd'hui, c'est un parti d'extrême droite et il n'y a pas de doute en fait là-dessus. Il n'y a pas de doute du point de vue historique, il n'y a pas de doute du point de vue de la manière dont ce parti a été fondé, il n'y a pas de doute du point de vue de la trajectoire de ses responsables politiques, des réseaux avec lesquels finalement il échange aujourd'hui, des groupuscules qui le soutiennent, des médias qui le relaient. On est véritablement, en tout cas pour le cas français, dans un parti politique qu'on situe à l'extrême droite parce qu'il a des racines historiques, voilà, qui se situent de ce côté-là. Ensuite, on doit poser la responsabilité des partis politiques et des organisations politiques. Première responsabilité, les partis de gauche, très clairement, qui doivent s'interroger sur leur responsabilité dans la croissance de cette formation politique qui est le Rassemblement national. Et je pense que une des questions centrales qui revient beaucoup dans les entretiens qu'on fait avec ces électeurs et ces électrices, c'est la question du travail. Et c'est la question par laquelle il va falloir reprendre les choses pour n'importe quel programme de gauche qui va se construire. C'est-à-dire que, en fait, cette question, elle est véritablement centrale et c'est une question qui a été abandonnée par la gauche. On a abandonné les catégories populaires et qui ont notamment les situations de travail les plus difficiles. Et surtout, on a déconnecté cette question du travail de la question raciale. Et là, il y a quelque chose évidemment à repenser sur le plan du discours de la gauche pour réassocier ces deux questions, pour parler à l'ensemble en fait des catégories populaires qui sont confrontées à des conditions de travail difficiles. Et on sait très bien que les conditions de travail pour les populations qui sont en situation irrégulière, qui sont en situation d'immigration, sont des conditions de travail qui sont encore plus difficiles que pour les autres. Donc si cette question du travail n'est pas prise à bras le corps, en fait, les partis de gauche n'auront pas capacité à aller rechercher ces catégories qui s'excluent en fait aujourd'hui du jeu politique. Ouais. Merci. C'est mon côté gardien de parking. Responsabilité ensuite de la droite évidemment. Ça commence très tôt, dans les années 80, on a les premières alliances entre la droite et l'extrême droite, des municipalités qui sont gagnées par la droite avec de l'extrême droite, des régions, la mienne, la région PACA, la région Aquitaine, où vous avez des exécutifs régionaux qui feraient avec l'extrême droite également. Et puis effectivement, ben voilà, on a eu une présidence Sarkozy qui est allée très à droite de la droite. Et aujourd'hui, alors là, les vannes sont ouvertes. On a une droite qui est en train de lâcher complètement. Et mine de rien, ça facilite aussi la légitimation de ce parti. C'est-à-dire que quand les responsables politiques lâchent le discours, autorisent, laissent penser que l'on peut dire un certain nombre de choses, forcément, vous avez une partie des électorats qui très fidèles en fait à leur parti politique vont suivre, mais vous avez aussi un débat public dans lequel ce n'est plus un problème de valider ou de dire un certain nombre de choses, et effectivement de ce point de vue-là, la droite a une responsabilité. Et puis responsabilité du centre ou de l'extrême centre peut-être, pour parler comme pour reprendre les termes de l'historien Pierre Sarnat, c'est-à-dire cette idée que finalement il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche quoi, ni droite ni gauche au centre, on est tous des managers, on est tous pragmatiques, on va tous de toute façon rechercher l'efficacité et la performance, donc il n'y a plus question de savoir si les programmes qui sont proposés sont de gauche ou de droite. Et du coup, là, on perd un maximum de personnes parce que les repères centraux dans la vie politique française, ça reste quand même la gauche et la droite. Et savoir se positionner de cette manière-là, pour des électeurs très distants de la politique, ben c'est quand même une manière de savoir voilà, comment sont les gens autour de moi, il y a une élection, comment je me positionne et pour qui je vais voter. Donc ça crée un flou qui est quand même particulièrement problématique. Ces éléments-là pour vous dire simplement qu'on doit tous s'interroger, en fait, sur la manière dont on peut prendre collectivement en charge ce problème. Et de ce point de vue-là, et là je renvoie aux travaux de sociologues, et je pense notamment aux travaux de Julien Talpin sur la discrimination, l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'épreuve de la discrimination, il montre très très bien comment les catégories qui aujourd'hui s'abstiennent massivement, c'est-à-dire les catégories les plus jeunes, les catégories issues de l'immigration, qui effectivement ne se sentent pas légitimes à donner leur avis et ne vont pas voter, c'est parce qu'elles font aussi l'objet de discriminations au quotidien, des discriminations au logement, des discriminations à l'emploi qui sont évidentes. Et il montre très très bien comment cette discrimination, c'est un facteur de politisation. C'est pas du tout un facteur qui met les gens à l'extérieur de la politique. Au contraire, ça crée de la politisation. Par contre, cette politisation aujourd'hui, elle ne se traduit pas en vote.
Elle va se traduire dans des mobilisations sociales, elle va se traduire dans l'associatif, mais ces catégories-là n'ont plus le sentiment en fait que le vote est un moyen de changer ou de transformer leur vie. Donc là, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, et ça pose la question en fait de l'orientation de nos politiques publiques de manière générale. C'est-à-dire qu'on a quand même, voilà, depuis une trentaine d'années aujourd'hui, une quarantaine d'années, des politiques néolibérales qui vont toutes dans le même sens et qui ont tendance à appauvrir les pauvres, d'accord, et à ne pas prendre en charge une partie de cette pauvreté. Et on va même encore plus loin puisqu'on criminalise la pauvreté, d'accord. Donc, quand vous avez des électeurs du Rassemblement national qui vous disent mais les pauvres, voilà, les Arabes, les pauvres qui traînent, qui travaillent pas, etc., et qui sont là et qui profitent des aides, en fait, on a aussi des politiques sociales qui accompagnent ce discours-là. Ils ne fantasment pas cette pauvreté, elle est à côté d'eux, ils la voient. Mais cette pauvreté, elle est accentuée par des politiques sociales qui ne prennent plus en charge la pauvreté, par un État-providence qui petit à petit se désengage, et on le voit, les dégâts que ça produit, à la fois sur des secteurs publics comme l'école, par exemple, où on voit très très bien qu'il y a un appauvrissement en fait des écoles publiques, un enrichissement des établissements privés, et on a une concurrence complètement déloyale qui se met en place avec des populations qui ne vivent plus ensemble, c'est-à-dire des ghettos de blancs dans lesquels on met les enfants et on les protège, et puis des écoles publiques dans lesquelles finalement on fabrique de l'échec parce qu'il n'y a pas en fait de politique publique qui se met en place pour gérer ce type de préoccupations qui sont des préoccupations quotidiennes en fait pour les citoyens. Voilà, donc c'était un petit peu pour essayer de déporter le regard, hein, pour essayer de réfléchir comment collectivement on peut... Ça pose la question de l'offre politique. En fait, les partis politiques aujourd'hui sont responsables de la place... L'extrême droite a la place qu'on lui laisse, en fait, aujourd'hui. Elle a la place que les autres organisations politiques ont décidé de lui laisser. Et c'est un parti aubaine, en fait, pour une partie de ces responsables politiques qui font carrière, mais aussi des lecteurs qui y trouvent un refuge parce qu'il n'y a pas une offre alternative, en fait, dans le champ politique. Voilà, je m'arrête là.